Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Faut-il limiter le temps que nous passons sur nos écrans, imposer une limite horaire ou un nombre de gigabytes qu'on ne pourrait pas dépasser, par exemple? L'ordinateur, la tablette, le smartphone, la télévision connectée, tout cela nous amène à passer de plus en plus de temps sur Internet avec les dérives que l'on connaît, les fake news, la pornographie en ligne, le harcèlement chez les jeunes et bien sûr le phénomène de dépendance. Alors comment devient-on accro? Comment protéger les jeunes et les moins jeunes? C'est notre débat de ce soir. Voilà, nous accueillons Caroline Depeut. Bonsoir, vous êtes psychiatre, chef de service aux cliniques Fonroy à Uccle. Bonsoir. Et vous préparez notamment un livre sur ces questions de dépendance aux écrans. Ce sera pour la rentrée de septembre-octobre, probablement. Serge Dupont, bonsoir. Vous êtes docteur en psychologie à l'UC Louvain et vous êtes aussi l'auteur d'une carte blanche. C'était à la fin de l'été l'année dernière. Le titre de cette carte blanche, c'était « Débarrassons les écoles des smartphones ». On y reviendra dans quelques instants. Le Belge passerait en moyenne plus de 5 heures par jour devant un écran à regarder de la vidéo. Il faut encore y ajouter 2 heures pour les réseaux sociaux et pour ceux qui ont un smartphone, on parle de 4 heures d'activité par jour en moyenne, un coup d'œil toutes les 10 minutes sur son téléphone. Alors tous ces chiffres sont évidemment affolants, ils le sont encore plus quand on parle d'adolescents ou de jeunes enfants. La question du temps d'écran est en train de devenir un enjeu fondamental en termes de santé mentale, mais aussi d'éducation. C'est en tout cas ce que nous disait Madeleine Guyot, c'est la directrice générale de la Ligue des familles, c'était en janvier dernier. C'est un sujet qui doit être un sujet de préoccupation, tant pour les parents que pour tout éducant ou pour les responsables politiques, parce que ça fait simplement partie intégrante maintenant des générations d'enfants et de jeunes. Les témoignages que nous, on reçoit de manière générale, que ce soit dans le cadre de nos activités à destination des parents ou au niveau du service études de l'aide des familles, c'est un sujet de préoccupation des parents. Eux-mêmes se sentent réellement dépassés. Nous, on plaide plutôt pour avoir une approche de prévention, de sensibilisation et d'information. Il y a déjà beaucoup d'outils qui existent et qui sont disponibles en ligne, qui sont réalisés soit par des institutions publiques, soit par des organismes privés ou associations. La Ligue des familles organise aussi propose un outil clé sur porte qui s'appelle le WebEthic, où il y a plusieurs modules d'infos. Et le but, c'est vraiment d'aider les parents à gérer Internet en famille et amener les enfants, au fur et à mesure de leur âge, à pouvoir avoir une autonomie raisonnée dans leur usage. Alors Caroline Depeut, on entend, le débat est en train de monter, on va y revenir dans un instant, il est en train de prendre notamment en France. C'est une bonne chose qu'on se mette à parler, à débattre de cette question-là, de l'addiction aux écrans? Oui, tout à fait, parce qu'on voit qu'effectivement ça a pris la place dans toutes nos vies, dans tous les moments de notre vie, matin, midi, soir, nuit, et qu'il y a une dérégulation qui est là, qui est en train de se mettre en place et qui est déjà bien mise en place avec le risque d'addiction, et que donc on doit pouvoir réfléchir, se poser les questions de comment on peut quand même limiter les risques tout en gardant les bénéfices de l'outil. Oui. Addiction, vous définiriez ça comment? À partir de quel moment on peut dire que, par exemple, moi je suis addict ou accro à mes écrans? Bien, une des grandes questions à se poser, c'est qui contrôle qui? Est-ce que je contrôle l'objet ou est-ce que c'est l'objet qui me contrôle? Est-ce que j'arrive à m'arrêter et à ne pas me précipiter sur le smartphone ou est-ce que je n'arrive pas à contrôler ça? Donc, quel est le contrôle et où est la compulsion? Donc, est-ce que je peux m'en empêcher? J'ai envie d'aller sur mon smartphone, mais j'arrive à me dire non, ou bien j'ai envie d'aller sur mon smartphone et je ne peux pas m'en empêcher, j'ai la compulsion d'y aller. Et ce sont ces mécanismes-là qui montrent généralement l'addiction. Vous avez un smartphone? J'ai un smartphone. Combien de temps par jour? Plusieurs heures, je pense. Plusieurs heures. Les écrans, en général, plusieurs heures. Oui. Ouais, Monsieur Dupont, même question, un smartphone, combien de temps par jour? Alors, j'ai pas de smartphone, voilà. C'est un choix? Oui, c'est un choix, mais après j'ai fait une analyse, disons, rationnelle, coût-bénéfice. J'ai constaté après un certain temps que ce n'était pas un outil qui allait me servir à grand-chose. Et par conséquent, j'ai décidé de ne pas acheter de smartphone. Et donc, j'en ai jamais eu. Ce n'est pas quelque chose qui me manque. Je n'ai jamais développé, disons, d'habitude par rapport au smartphone. Donc, il n'y a pas d'accoutumance et il n'y a pas de manque non plus chez vous vis-à-vis de cet outil. Okay. Je voudrais qu'on évoque une carte blanche qui a été publiée par Najat Vallaud-Belkacem dans le journal français Le Figaro. C'était il y a une dizaine de jours, un appel à rationner l'usage d'Internet en accordant par exemple un nombre limité de gigabytes. Elle a parlé de 3 gigabytes par exemple à utiliser de manière quotidienne. La carte blanche commençait comme ça, nous avons un problème,
En même temps, nous avons tendance à ne pas le voir. Il est envahissant. En même temps, nous le chérissons, nous le subissons, mais nous refusons qu'on le résolve. Est-ce que c'est une bonne définition de ce que peut être notre problème avec les écrans de manière générale, les smartphones en particulier, Serge Dupont? Oui, alors ça a été développé par les industries technologiques qui ont un objectif en particulier, c'est de nous rendre dépendants, puisque leur business model, disons, c'est 99% qui est basé sur la publicité. Et donc il y a des armées d'experts, de psychologues qui sont derrière et qui réfléchissent aux moyens, si vous voulez, de nous rendre dépendants. On constate dès lors que la machine est plus forte, elle est plus forte que les adolescents, ils sont dans l'incapacité à se réguler. Ici, on a évoqué quelques chiffres, mais les adolescents, c'est aux États-Unis 5 heures sur les réseaux sociaux, par exemple. Ouais. Et donc, le fait, disons, de démarrer un débat sur cette question, c'est déjà une bonne chose. Après, voilà, on peut réfléchir aux limites. À Taïwan, ils interdisent, ils donnent des amendes à certaines familles qui ne réguleraient pas la consommation de leurs enfants. On a vu que la Chine a décidé de réguler aussi la question de TikTok et des réseaux sociaux chez les jeunes. En Belgique, voilà, il y a différentes possibilités qu'on évoquera par après. Oui. Ouais. Il est important qu'on ait ce débat maintenant, ou c'est déjà un petit peu trop tard? Pour moi, c'est déjà trop tard. Il y a une vague de problématiques liées à la dépression chez les jeunes, augmentation du taux de suicide. On a plus de 50% depuis les années 2010. Donc à partir du moment où le smartphone et les réseaux sociaux sont entrés dans la vie des jeunes, il y a toute une série d'indicateurs liés à la santé mentale qui ont explosé. Et ça, c'est une des facettes. L'autre facette, c'est au niveau cognitif. Et ça, ici, tous les professeurs sont désespérés par cette situation. Donc trop tard, je ne sais pas. Il est toujours possible d'intervenir. Mais disons que les jeunes ont développé tellement d'habitudes, les parents eux-mêmes ont développé tellement d'habitudes que c'est difficile, me semble-t-il, de changer de cap. Alors, on va y revenir dans un instant. Je reste un instant sur la proposition d'Najat Vallaud-Belkacem qui disait qu'on doit réfléchir maintenant aux moyens de rationner Internet. Si nous n'avions que 3 gigas à utiliser sur une semaine, par exemple, nous ne les passerions pas à mettre des commentaires haineux, à fabriquer des fake news, et peut-être qu'on cesserait de considérer comme normal de passer plusieurs heures sur des sites pornographiques avec des vidéos en ultra haute définition. Fin de citation. Je me tourne vers vous, Caroline De Peydt. Est-ce que limiter le temps d'usage ou le volume technique de gigabytes auquel on a le droit, c'est une idée intéressante et est-ce que ça peut marcher? Alors, ce qu'on voit quand même dans les études concernant l'addiction aux écrans, que ce n'est pas tant le temps qui est passé sur les écrans qui va signer l'addiction ou le problème. On peut passer beaucoup de temps sur les écrans, mais parce que c'est professionnel, et pouvoir s'arrêter quand on a décidé de s'arrêter, et que ce temps soit constructif, parce que c'est un temps créatif, par exemple. Comme on peut aussi passer beaucoup de temps, et que ce temps soit vraiment très dommageable, sur l'estime de soi, parce qu'on fait de la comparaison sociale, parce qu'on est vraiment dans un mood, ou dans une tendance qui est dévalorisante vers soi. Et donc le temps, en fait, ne dit pas la question de l'addiction. Donc limiter le temps, pour moi, ce serait une solution unique, comme one size fits all, une solution la même pour tout le monde, alors que ça ne prend pas du tout en compte la diversité justement de l'usage. Par ailleurs, deuxième point, la répression pure. En ce qui concerne ce genre d'outils et pour des adultes majeurs et responsables, j'y crois pas trop. Parce que qui dit répression dit marché noir ou de vouloir l'interdit va pousser à aller au-delà de l'interdit et va donner encore plus envie. Je prends un deuxième smartphone ou j'aurai un smartphone clandestin, par exemple. Oui, c'est ça. Je vais acheter plusieurs. Je vais essayer de m'en sortir ou je vais essayer d'acheter des gigabits à des gens qui n'ont pas de smartphone. Enfin, je ne sais pas comment. On pourrait imaginer des détournements, mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire de la répression pure sans accompagner ça, parce que là je suis vraiment tout à fait d'accord, il y a quand même des mésusages, sans accompagner ça d'une explication, d'une prévention, d'une optique de régulation individuelle, intrafamiliale, intra-école, par exemple. Un effet prohibition, on sait que parfois c'est même pire que ne pas interdire un produit qu'on considère comme nocif. Serge Dumont, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la carte blanche que vous aviez signée dans le journal Le Soir, et vous décriviez une journée dans une école et un cours auquel vous aviez assisté. Vous avez découvert des choses qui vous ont visiblement un petit peu surprise et peut-être même effaré, ou le terme est trop fort? Alors chaque école a sa politique, il n'y a pas du tout de décision au niveau du cabinet ministériel. Il y a des écoles qui refusent le smartphone, d'autres l'acceptent. Il y a d'autres écoles encore qui vont entrer dans un projet numérique, et ça c'est dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence. C'est l'école de tout numérique, on doit enseigner via le numérique, mettre toujours plus de vidéos, solliciter les élèves, donc ils peuvent sortir leur smartphone, répondre, faire des tâches avec, etc. Et là, j'ai visité en l'occurrence une de ces écoles qui avait misé fort sur le numérique,
une école par ailleurs avec une population socio-économique assez faible. Et effectivement, j'ai dû serpenter entre les élèves, les uns jouaient à Call of Duty, peut-être... et toute une série, c'était très difficile. Et en classe, j'ai calculé le temps effectif de travail de mon pauvre stagiaire, c'était 5 minutes. Pourquoi ? Parce que les élèves n'arrêtaient pas de se lever. Et visiblement, leur attention était complètement fracturée. Et c'est très difficile pour eux de se concentrer sur une tâche. C'est-à-dire que dans la classe que vous avez visitée, l'usage du smartphone était autorisé ? Alors, il le sort, il est à côté, il est dans la poche, il le consulte. Donc, c'est très, très difficile pour le professeur de gérer ça pendant toute l'heure. Il s'époumonne, il s'épuise. Et pour lui, c'est une heure extrêmement pénible. Mais il y a énormément de témoignages dans les écoles là-dessus. Et moi, je m'inscris dans la continuité de chercheurs américains qui proposent une interdiction totale des smartphones, même dans la cour de récréation, même entre les pauses. On met des blocs à l'entrée ou des petits casiers. Je dépose mon smartphone quand j'arrive à l'école, je le reprends en sortant. Et alors, selon moi, ici, c'est aussi un moyen de prévention, parce que visiblement, on est d'accord sur le fait que la répression n'est pas forcément la meilleure stratégie. L'objectif, c'est de changer de normes. Et l'école est un des leviers par lequel on peut changer de normes, notamment en refusant l'accès aux smartphones au sein des établissements. Donc ici, le message, c'est on travaille. Les smartphones sont contraires à cette logique, à cette éthique du travail. Par conséquent, on les écarte. C'est aussi un message qu'on fait passer aux parents. Les directeurs pourraient informer les parents, expliquer pourquoi est-ce qu'on refuse les smartphones. Mais donc l'école, selon moi, est un des leviers qui permettrait de créer une nouvelle norme par rapport à ça. Caroline Depeuch, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que ça peut marcher de dire aux enfants, aux adolescents, à l'école, il n'y a pas de smartphone, tu le laisses à l'entrée. Ça peut marcher, ça ? Moi, je crois qu'il y a, si c'est une règle qui est claire, qui est respectée, qui est respectable, qui est expliquée, encore une fois, parce que c'est vrai que ça fractionne l'attention et que d'ailleurs, c'est un des outils, nous, de thérapie qu'on utilise, c'est de dire, cachez votre smartphone. Toutes les études montrent que si vous l'avez ici, même face retournée, vous aurez tendance à le voir. Alors que si vous le mettez dans votre poche et que vous ne le voyez pas, vous y penserez déjà moins. Mettre sur mode avion. Et donc oui, moi je trouve que l'école, s'il y a un lieu, c'est un lieu où on peut se concentrer, où on peut mettre son smartphone de côté, ou alors c'est dans des tâches extrêmement précises. Mais oui, je pense que ça pourrait être un des outils. C'est quoi les conséquences pour un adolescent ou pour un enfant d'une consommation excessive des écrans ? On parle smartphone, mais ça peut être les tablettes quand on rentre à la maison, ça peut être la télévision aussi. On va développer quoi comme symptômes ? C'est de l'anxiété, c'est quoi ? Donc les deux grands symptômes physiques, les deux grandes conséquences physiques qui ont vraiment été prouvées reliées à l'usage de smartphones, c'est les troubles du sommeil et l'obésité. Troubles du sommeil parce que, comme vous nous l'expliquiez, comme les concepteurs font tout pour nous rendre accros, tous les boutons sur lesquels on a appuyé dans notre cerveau sont là et on n'arrive pas à décrocher. Donc, le soir, on continue à scroller et à regarder les écrans. Ça veut dire que, par exemple, je suis dans mon lit avec mon smartphone, c'est pas comme si je lis un livre et puis qu'à la fin de mon chapitre, je sais que je vais refermer. Là, ça va être plus compliqué de refermer. C'est comme un espèce de policier hyper stimulant qui vous empêche de décrocher, sans compter qu'en plus, il y a le fameux écran bleu qui vient bloquer l'hormone de sommeil. Donc ça, c'est pour le sommeil. Avec les adolescents qui, en plus, ont déjà un cycle de veille-sommeil qui est perturbé, combo gagnant. Et pour l'obésité, c'est fatalement la sédentarité et donc la prise de poids. Et au niveau psychique, c'est ce que vous décriviez, c'est l'anxiété, il y a la perte de l'estime de soi, les idées suicidaires, parce qu'on est dans un moment de construction, et de construction par rapport au social et par rapport aux autres, et donc on peut trouver le meilleur sur les écrans et les réseaux sociaux, mais malheureusement on peut aussi trouver le pire. Oui, vous confirmez, ça a des effets sur le développement, le comportement des jeunes ? Tout à fait d'accord. Je pourrais préciser par exemple, dans les années 70, c'est les cardiologues français qui nous ont avertis sur ça. On courait le 800 mètres en 3 minutes, aujourd'hui c'est en 4 minutes. C'est une des conséquences de la sédentarité. Aujourd'hui le sommeil, le temps de sommeil des jeunes adolescents a diminué, le sommeil c'est au cœur de l'anxiété. Quand vous dormez mal, vous êtes beaucoup plus à fleur de peau, sensible, fragile, etc. Je dirais au niveau cognitif aussi, tout ce qui est imagination, pensée créative, capacité à se concentrer, ça rogne énormément sur le temps de lecture. On sait aujourd'hui que le temps de lecture des adolescents diminue complètement, avec pour conséquence, disons, un manque de culture générale. Les jeunes sont toujours plus ignorants, et il y a de multiples facteurs. Un discours de boomer de dire ça. Est-ce qu'on ne peut pas se dire les jeunes, ils ont une autre culture que celle que votre génération, la mienne, ne pouvait avoir ? Alors disons, c'est un discours qui s'appuie sur des faits. On a toute une série de données qui comparent les performances des jeunes en compréhension de la lecture, en mathématiques, en sciences, au cours des années, ce qui nous permet d'avoir un diagnostic relativement fiable du niveau de compréhension
compréhension, de capacité de lecture des jeunes aujourd'hui. Et force est de constater que ça diminue. Alors après, si ça m'assimile à un boomer, pourquoi pas, mais disons, c'est pas mon affaire. Ouais. On a fait des expériences, Serge Dupont, ça c'est peut-être intéressant à raconter. On a comparé des écoles où on autorisait le smartphone et des écoles où on n'autorisait pas le smartphone. On a des résultats qui sont très différents. Ah oui, bien sûr. Donc d'un côté, vous avez des écoles, alors c'était des statistiques, des tendances, il faut toujours être prudent avec ça, mais grosso modo, on constate que dans une école sans smartphone, les gens parlent plus, ils ont plus d'amis, ils se sentent beaucoup plus appartenir à l'école, ils sont plus capables de se concentrer, les performances augmentent. Cependant que dans les écoles où le smartphone est d'usage, les gens parlent moins, paradoxalement. C'est un des effets. On parle de réseaux sociaux, mais c'est des réseaux qui, en fin de compte, rendent les gens beaucoup plus isolés les uns des autres. Ils ont nettement moins d'interactions face à face, et on sait ô combien ces interactions sont fondamentales pour créer de la cohésion, de la synchronie, un sentiment d'appartenir à une même communauté. Et donc oui, ici, il y a plusieurs études qui montrent clairement qu'il y a des effets du fait d'enlever les smartphones dans les écoles. Comment on arrive à reprendre le contrôle sur sa consommation, Caroline Depeuil? Est-ce que, par exemple, le fait que les fabricants de smartphones nous proposent maintenant un espèce de compteur, hein, fin de semaine, je reçois un petit message, tiens, cette semaine, vous avez consommé plus 30 ou moins 30% par rapport à la semaine précédente, ça aide, ça sert à quelque chose ou c'est inutile? Je crois qu'il n'y a pas trop de gens qui regardent ça. Je pense que ça passe, parce que ça passe d'abord par une conscientisation personnelle. C'est pour ça que je trouve que c'est important d'expliquer les mécanismes d'addiction, de dépendance, pourquoi on est dépassé, est-ce qu'on a vraiment envie d'être esclave des concepteurs qui essayent de se faire de l'argent sur notre dos. Donc cette première étape va nous donner la motivation d'après de mettre en place justement des outils de reprise de contrôle qui sont tout simplement en fait de se déconnecter. Moi j'ai une thèse très simple, le smartphone c'est un super outil, on peut choisir de l'avoir ou de ne pas l'avoir, mais c'est un super outil qui nous apporte plein de choses, utilisons-le comme un outil, quand on en a besoin on l'allume. Quand on n'en a plus besoin, on l'éteint, on le met dans sa poche et on s'arrête. Quand on est à l'école, on l'éteint, on le met dans sa poche et on s'arrête. Plutôt que d'avoir un outil qui nous contrôle et où on n'arrive plus à s'arrêter. Alors la question, c'est aussi de savoir comment on peut arriver à un usage raisonnable des écrans. On va écouter Bernard Hubien, c'est le secrétaire général de l'Union des fédérations de parents de l'enseignement catholique. Un spécialiste de la question français, Serge Tisseron, a écrit il y a déjà très longtemps plusieurs ouvrages, notamment avec cette règle du 3, 6, 9, 12. Avant 3 ans, pas d'écran régulier, entre 3 et 6, accompagner son enfant dans l'usage de l'écran, ne pas le laisser seul et ne pas laisser sans limite, etc. Donc voilà, il y a des choses qui existent. En communauté française, en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a le Conseil de l'éducation, le Conseil supérieur de l'éducation média qui a sorti beaucoup de choses aussi là-dessus. Voilà, nous, c'est à nous de le faire connaître, notamment auprès des parents. Et c'est ce que nous faisons par toute une série à la fois d'animations et de publications à destination des parents. Alors Serge Dupont, est-ce que parler de cette règle des 3-6-9 par exemple, est-ce que ça suffira? Est-ce que ça passe par les parents ou est-ce qu'il y a un moment où on doit se dire ben non, ce sont les jeunes qui décident et là il faut passer à l'interdiction? Alors il faut dire que les parents aujourd'hui sont désespérés, c'est une guerre perpétuelle avec les adolescents, ils essaient de contrôler par différentes applications, ils contournent, etc. Selon moi, il faut, donc j'ai évoqué différents leviers, l'école, les experts, l'ONE, les psychiatres, les pédopsychiatres, reprendre discours, mais disons un autre moyen, c'est d'intervenir aussi sur les industries technologiques. On a interdit avant 16 ans l'accès aux réseaux sociaux et on les force à vérifier et avec pour conséquence une amende si on constate qu'ils n'ont pas du tout fait l'effort. Le porno aussi, on peut obliger de le rendre payant. Il y a 7% des jeunes adolescents masculins qui ont une addiction sévère aux films pornographiques. Si on les rend payants, ça limite déjà considérablement l'accès. Et ça, au niveau politique, on peut réagir. Alors les parents, certes, les informer, etc., mais c'est très compliqué aussi. Et peut-être parfois les politiques, tous les autres acteurs qui tournent autour de l'enfance pourraient aussi informer, prévenir et interdire le cas échéant. Ouais. Je reviens à la proposition Najat Vallaud-Belkacem, limitée à 3 gigas par semaine, par exemple. Est-ce que ça vous semble quelque chose qui serait utile ? Oui, il faut revenir avec un discours relatif à l'interdiction. Aujourd'hui, on vit une crise de l'interdiction, c'est très difficile, l'enfant décide, les parents cèdent, c'est un peu la logique. Mais oui, pourquoi pas, d'autant plus que leur destin est en jeu, leur potentialité de mûrir, de devenir des hommes et des femmes saines, des citoyens, etc. Donc on peut arriver avec des limitations de ce type-là ou d'autres. Est-ce que vous iriez à aller jusqu'à ce qu'a proposé le régime chinois, c'est-à-dire pour les moins de 18 ans, on ne peut plus utiliser son smartphone la nuit, hein, il doit
doit être coupé entre 22h et 6h. Pour les 16-18 ans, on a le droit à 2 heures par jour. En dessous de 16 ans, c'est 1 heure par jour. Par exemple, on doit aller dans cette direction-là. Je sais pas, intervenir ça ne fait pas rêver, de ressembler aux Chinois. Ça ne me fait pas rêver, c'est vrai, mais oui, Taïwan, d'autres pays. Moi, je ne suis pas trop favorable à l'interdiction, mais n'oublions pas aussi que qui paye le plus, c'est les enfants des milieux défavorisés, où les parents sont parfois moins informés, ou les familles monoparentales aussi. Il y a 2 heures de plus de consommation par jour en moyenne, c'est ce qu'on a constaté. Donc voilà, il faut réfléchir. Chez les familles monoparentales. Pour les familles monoparentales, les milieux plus précaires, oui, il y a clairement un déséquilibre, ce qui les défavorise encore plus à l'école et pour devenir des citoyens éclairés. Alors, tout ce qui vient d'être dit, Caroline De Peugt, vous n'êtes a priori pas partisane de l'interdiction. Est-ce qu'on doit quand même y réfléchir ou pas? Donc effectivement, je ne suis pas partisane de l'interdiction pure et sur dure. l'école, tout à l'heure, vous avez dit, ça je suis d'accord. À l'école, on doit interdire le smartphone. Je trouve que des moments, c'est un peu ce qu'on fait nous aussi, nous en tant que citoyens, on s'auto-interdit quelque part. Vous ne dites pas tout et n'importe quoi quand vous parlez ici, vous filtrez, on essaye. Oui. Voilà, parce que vous vous dites que ça a quand même un sens. Même chose avec les smartphones. Donc on n'est pas dans la toute autorisation et on n'est pas non plus dans la toute interdiction. Maintenant, je trouve que c'est super intéressant si votre intervention, c'est la dernière de dire, c'est dans les familles monoparentales et défavorisées qu'il y a plus de consommation. Donc, du coup, on ne sait pas encore tout à fait non plus si les effets négatifs sont liés tant au smartphone comme seul élément ou comme smartphone ou les écrans intégrés dans une dynamique qui est une dynamique global, qui n'est pas spécialement positive et que donc ce serait aussi dommage de se dire on va tout régler en interdisant les smartphones et pas prendre en compte la question de la paupérisation, des familles monoparentales, de la prévention, de tout ça. Ça, je trouve que c'est aussi, on dit souvent corrélation n'est pas causalité. Oui. C'est sûr qu'il y a un lien, mais si on diabolise le smartphone et qu'on met tout là-dessus, on peut quelque part s'en débarrasser et ce serait un risque de jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand vous faites des consultations, vous êtes avec des adolescents par exemple ou de jeunes adultes, ils ont du mal à laisser leur smartphone de côté, vous leur imposez ou pas? Non, non, et en général, vraiment de nouveau, c'est eux-mêmes qui, par exemple, le téléphone sonne, ils ne l'ont pas mis en mode avion, ils disent « Oh pardon, je suis désolé, attendez, je vais l'arrêter ». Donc il y a plutôt un respect justement de ce lien. Donc là, il y a conscience de quelque chose qui n'est pas juste ou pas normal. Oui, et je dois dire que les jeunes, je trouve aussi, et dans les adolescents, ont de plus en plus conscience aussi des méfaits, pas de tous. Et je suis d'accord que le temps passé est une complication, mais tout ce qui est vie privée, tout ce qui est cyberharcèlement, il y a une conscientisation qui, je trouve, est super intéressante chez eux. Une dernière question. Jusqu'à quel âge on doit éviter de mettre un enfant en contact avec les écrans? Est-ce que c'est 3 ans? Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est 6 ans? Le bon sens, effectivement, c'est qu'en dessous de 5 ans, il y a une grosse maturation neurologique avec un gros élagage synaptique et que là, plus de temps vous passez devant les écrans et sans interaction, plus ça peut avoir des effets. Encore une fois, on voit que c'est souvent ces jeunes enfants qui ont beaucoup de temps devant les écrans et donc peu de temps d'interaction aussi avec des adultes, avec des parents, qui peuvent avoir des conséquences négatives et délétères de ça, en effet. Donc je dirais, en dessous de 5 ans, soyons prudents. Moi, de nouveau, je ne suis pas pour le 0 ou le tout. Soyons éclairés et un bon sens là-dedans, du bon sens. Merci Caroline De Peugt, psychiatre aux cliniques Fourroy à Uccle, Serge Dupont, docteur en psychologie à l'UC Louvain. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat, de nous avoir éclairé un petit peu sur ces enjeux. Demain, on parlera de politique et de sécurité. On débattra de la fusion des zones de police. Faut-il envisager de fusionner les zones de police bruxelloises? Un orateur pour, ce sera Pascal Smet, et un contre, ce sera Benoît Serex. Et puis demain matin, dans notre matinale, on recevra notamment Benoît Ellings et Elisabeth de Greyse. Merci d'avoir été au rendez-vous de Plus d'Actu. Continuez à bien vous informer et à demain.